So what I'm going to do in the first 5 minutes is that I'm going to show you a very small toy package that I did yesterday afternoon, so that you see what kind of tools I have access to and what motivates the whole tutorial that we are going to do today. So this is my package opened in PyCharm. So I have a file structure that contains a lot of stuff. And we are going to see that we are going to generate this file structure automatically. So it will not be a lot of work to do this file structure. And what kind of things can I do? So for example, if I open the file of my class 1, so I have, my class 1, I have some documentation, some doc tests as Maxime presented, I guess. And what I can do, for example, is that I'm going to add a new test. 50 b is equal to 1, and I have access to a run configuration that will run all the tests of the package and to see if it's working. So let's go. It fails. Of course, it fails because I have not entered the result of the test. So I'm just going to add it. Okay, now I run all the tests again. And now it works, so it's okay. Another interesting thing is that if I look into the directory of my package, I have a cov directory. And in this cov directory, if I open the index.html, I have a coverage report of the package, which means that for each file, it's going to tell me if the code lines are used by the test or not. So for example, if I look at my class 1, there is only 88% of coverage, so I can open it. And then I will see that my unit test never went through this line. And if I want to improve the test coverage of my package, I should add a test for this line. What I can do also is I have a run configuration to generate the documentation of my package automatically. So generate docs, blah, 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 it runs. And in my package, I have a directory that is called build. And here again, I have an index.html. I can open it. And I have a very nice HTML documentation of my package that is generated automatically from the source files. And for example, if I go to the reference section and to the page of my class 1, I have the documentation for the class itself, for the constants, for the methods, and so on. And by the way, you can see that it's updated automatically with the code that I recently added with my new doc test. Okay, what I can do also is that in PyCharm, I can push my code to GitHub. So I will say, okay, I will put a commit message like add test, for example, commit and push. And then if I go on my GitHub, so I will open the GitHub page of the project. It's this one. And I have something here that is called GitHub Actions that will do some things automatically. Essentially, I have two GitHub actions, one for the docs that will generate a documentation that will be published online and that anybody will be able to see, and another GitHub action that is called build that will run the unit test of my package. So I will open it,
And as you see here, it will run the unit test of my package with several versions of Python. So here I have chosen to run the test with Python 3.6, 3.7, and 3.8. So it's more powerful than the local test that I have performed on my machine, because it will check that everything works also on other versions of Python. And I can do much more tests, for example, on a Windows machine, a Linux machine, and so on, if I want. So I will wait until the GitHub actions are performed. Okay, so now back to the main page of my GitHub project. I have here a link to CodeCov. And CodeCov is also a coverage display to tell you what part of the codes are covered by the unit test. It's a bit nicer than the one that you have locally, but essentially it is the same. But it's published online and can be more convenient in some situations. And so I can open here. I have the percentage. I can navigate through the project and see the coverage of all the files. Also here I have a link to the documentation of the project that has been generated automatically by the GitHub action. And if I open it, I have something here that is similar to the documentation that I generated offline, but this time it's accessible by anybody, and you can access the documentation of my package. And finally, automatically also we will see a way to publish your package on PyPy. So PyPy, which is the Python package index, I guess, so that anybody can install your package from their computer. So for example, if Quentin does a pip install and the name of my package, he will be able to use my package, so, which is also very interesting. Which can be interesting for other people, but in fact, which can be also interesting for you. For example, if you want to run tests on a remote computer that might be more powerful than yours, for example. It's a very convenient way to share your code because you can just pip install it. Okay, so this was for the presentation of where we want to go. And now to do all this, I have done a helper that is called Package Helper 2. That is a compilation of different things. Frankly, most of the work is not mine, but I just gathered many things, and especially a very nice tool that is called Cookie Cutter that will allow you to generate the file structure of your package. And so my proposal today is that you go through the tutorial, and when you have questions, as usual, you ask your questions, and I will try to answer your questions. Go. My question may be premature, François, but what if you update Package Helper to maybe change the documentation or whatever, or something that it does, and I've already used it, and can I update my package by running Package Helper again, or? Simple answer, no. Okay. No. In fact, Package Helper will essentially help you at the moment when you create your package and you make the initial setup of your package. So indeed, if I do modifications in Package Helper, most of the time it's not worth it to try to include these modifications in your old projects. Yeah, okay. Basically, the thing we do is recreate from scratch the package and then flush. Copy and paste the code. Yeah, that's an issue, I think, with all tools like this, like Cookie Cutter and so on, that when you use a template, you know, and the template gets updated, then you can look at the diff and do the changes. But I have no better solutions.
And this one has the advantage of being relatively simple. Yeah. And, I think that any solution that would do what you say would be much, much more complicated and unstable. Yeah, sure. It's not a criticism of your work. Okay, so good luck. Oh, that's I didn't know the checkbox in the documentation, and you check and check, and it changes the documentation. Yeah. That's very nice. Yes, a bit of JavaScript. So yes, for today's tutorial, my suggestion is that you keep all the boxes ticked, and we are going to do the full thing with virtualenv, GitHub, CodeCov, and PyPy, just for learning how to use all of them. But yes, in practice, when you do a package, sometimes maybe you will not want to use I don't know, virtualenv for example. Je connaissais pas, je me suis toujours demandé l'histoire du style de la documentation dans PyCharm, et je pensais que tu pouvais pas le changer. Non, je sais. Et ben voilà, maintenant tu sais. Mais par contre, il peut te la générer automatiquement, genre tu mets le docstring et il te sort le pré-spécifié, quoi. So just to answer Maxime's question, in PyCharm, if I define a new function, if I begin to enter the triple quotes, so yes, okay. But you usually when so what did I do wrong? Oh, yes, maybe static, but we don't care. And why don't it try to? That's what happens to me every time. So that's why I was asking, because. Yes, that's strange, because usually it gives you a skeleton of docstring. And I'm sorry, this is too advanced, but I'm thinking now that you say add the run configuration to PyCharm, but couldn't you generate those configuration using Cookie Cutter? Generate the files in the .id folder in the repository, and that already contains the run configuration. That way you already have the PyCharm project set up. Yes, I could. Yes, I could, and I probably should. Ooh, yeah. Yeah, that's a great idea. Because when you create a run configuration, you can say store as project file, and I think you can look at what's the format they use and yes, this. Sure, I could. I should have a look at it. Yes. No. Okay. And then. So it works, but maybe check that in your settings, in tools, Python integrated tools, check that you really have NumPy here and not plain, okay. for example. Yeah. Okay. It's the case or not? Yeah, it was the case, and I haven't tested since I put NumPy. So let me check. Maybe. I don't know, but maybe I need this. No, but I will try to find how to make it work on my end. Change Python integrated tools, yeah, PyTest. No, with PyTest we don't care. So me, I have NumPy checked and unchecked here, and maybe. Do you have some background task running here, Maxime? No, it's everything is indexed. The interpreter is set up.
But I don't know. Maybe I will try to reset the settings of something because. Have you tried to turn it off and on again? Yes, this. Maybe try to shut down PyCharm and reopen it. Maybe now that you have the good settings. Oh yeah, it reverted back to plain. So let me put num. Because it's by project. Okay. This setting is for each project. So okay, now it works. Okay, nice. So that was because I had plain and not NumPy. File settings. Yes. So to answer, so Marcos said that settings is in file settings. So that's true. But in the walkthrough of the tutorial, I considered that at that time you don't have a project open, and so the other way to access the settings when you don't have a project open is to go. I don't remember where. What does it say in the tutorial? Blah blah blah. Where is it? Welcome and customize all settings. So yeah, customize all settings. That's just another way to go there, but it's the way to go there when you don't have a project open. And indeed, when you have a project open, it's in file settings. Marco, have you tried to log in to Kotkov with your GitHub account? Yes. It doesn't work. No. Oh. He display a pop-up before we redirect you to GitHub. In order to use Kotkov, an admin must approve your org. And then there is a ping button, continue to GitHub, and nothing happens when I click on it. Okay. And I'm logged in GitHub. And you're already logged in GitHub? Yeah. I don't know. I'm sorry, Marco. Can you send a screenshot eventually on a private mail? Yeah. I send it by email? Yeah. And you can chat on it. Your normal soup address, Fabien? Or I will send normal soup is okay? If it does not lag, sometimes it lags. But I was just thinking, or sometimes we can send private message in Zoom and copy paste. I'm not sure. I can try. I don't know if it will work. No, not images. Okay, I will send you an email. Okay, it's sent. I don't know. Maybe this is because my my GitHub account belongs to some organizations. And this is what but I don't know what is it, what I'm supposed to do, where to click. No idea.
try to. So, sorry for being so practical, but maybe the solution for you, Marco, is not to use CodeCov. Because anyway, you will have your local coverage report. So yeah. Oh, I'm so sad. I was following the tutorial to Yeah. learn CodeCov. Yeah, I'm so sorry. Or you create a new. I can skip the CodeCov part if you want. Yeah. No problem. But what you will miss essentially is the nice CodeCov badge that says your coverage percentage, so that you can show off when you see people and say, oh, okay, I have a coverage of 95%. Okay. But just that's one because I am Nokia as well on on GitHub, and I have Nokia checked, like Nokia Autoassist with CodeCov on CodeCov. Maybe you did it earlier, I don't know. But I just said that CodeCov shows me this pop-up. Nothing happens when I click the ping button. And I don't know what I'm supposed to do GitHub side, so. What can we suggest? Well, the easy way, try over browser, because sometimes it's just shitty JavaScript. Yes. Speaking of CodeCov, I'm wondering, well, I mean, something I was thinking is to get rid of CodeCov would be to, to upload the HTML coverage you generate using PyTest and just to upload it to GitHub Pages. Yes. And Yes. I mean, I'm also using CodeCov, but sometimes an external service just to display the coverage. Yes, we laugh with Fabien because we talked about that yesterday. Okay. Okay, I found the answer. This is because there are two websites for CodeCov. There is about codecov.io and app.codecov.io, and you must use app.codecov.io. Yes. Sorry. Yeah. And is the link correct in the tutorial or not? I guess no. Otherwise, I won't fall in the trap. About .codecov.io is not the good one. That's what you say. Yes. About by app, and it will go straight to the. Yeah, the link is wrong because in your tutorial it sent you to about.codecov.io, at least for me. I just clicked on the app and I was redirected to in about, so that's not that yet. No, but I am clicking on the link CodeCov in create accounts on the website. Yeah. And so this link is codecov.io, and instead of sending to app.codecov.io, it's sent to about.codecov.io, which is the wrong one. And the so I guess that the good one is app.codecov.io. This one? Slash GitHub. Or not? Or yes, because otherwise you're redirected to about. Fuck. I'm sorry, I am debugging your tutorial. Okay, thank you very much. No, that's also the goal of the session. Yeah. Okay. I believe it depends because for me, if from about CodeCov I click login GitHub, I go straight to app. For you as well, I guess. Yes, something like that. If I try to do that, login GitHub. Yeah, for me it works. In fact, so yes, that's why I didn't know. Okay, but I will change it in the tutorial. J'ai une petite question pratique. Vas-y.
Donc moi j'en suis à changer les settings là dans PyCharm, mais en fait il ouvre direct dans un projet et du coup j'ai pas l'option. Enfin, D'accord. À ce moment-là, il faut juste que tu ailles dans File et Settings. Ah oui, d'accord, c'est les settings normaux en fait. D'accord. Oui, c'est la même chose, oui. Okay. There is something I don't get in your tutorial. When you have to run cookie cutter, it assumes that you have already created a repository in Git. No. No, no, no. No? No, Because what is the URL that you pass when you run cookie cutter? the URL that you pass is just the URL of the template that Cookie Cutter is going to use. Because in fact, Cookie Cutter is a generic tool to generate a file structure based on a template. And you just essentially tell it what template you want to use. And here it's my template, the template of Package Helper 2. Okay, so it means that it doesn't depend on the project. It's always cookie cutter, blah blah blah, François Durand, package helper 2. Yeah, because that is that tells the template that you want to use. Okay. It was not clear to me if it was a story example or the command that I had to run. No. Okay. Dans GitHub Secrets? T'as mieux? Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, tu peux, mais bon, les GitHub Secrets, il y a marqué Secrets, donc c'est secret. Moi, j'avais fait un token. Il y a moins de packages qui est géré par token. Oui. La question, c'est comment est-ce que tu fais pour créer un token qui sont spécifiques à chaque package? Là, tu en as qu'un. Package qui n'apparaît pas sur PyPy avant que tu aies fait Ou dans PyPy, tu peux générer un token. il est spécifique à ton package. Oui, il faut que ton package pour générer un. Non, en fait, tu l'as en secret le token, tu veux le token que génère dans PyPy. Ouais, et le token, il n'est pas. Dans le secret de ton package. Mais ce que disait Quentin, c'est que pour avoir ton token, il faut avoir fait une release sur PyPy, et que pour faire une release, il faut avoir ton token. D'accord, c'est pour toute ton œuvre, pour l'ensemble de ton œuvre, comme dirait Nicolas. On peut lancer, on y va. Ah non, tu peux mettre un token pour tout le monde. Et tu définis, en fait, tu peux définir une scope par rapport. Tu peux dire, tu veux que ça aille. Tu peux dire tout. Y compris de faire un token que tu vas écrire sur un post-it, te rappeler. Après, voilà, comment dire, I don't want to give the impression that I want the most advanced and secure solution and so on for everything. My goal is as much as possible to have the simplest solution. And giving your PyPy credentials to GitHub is a very simple solution to achieve what we want to achieve. And especially in my tutorial, I don't say at all how you are going to manage projects developed by several people and stuff like that. So it's really oriented for a small Python project that you do yourself for your research and stuff like that. Mostly because that's what I do in my everyday life. Alors, so Quentin asked me why I use Read the Docs. In fact, Read the Docs is another tool to put your documentation online. So now I use GitHub Pages, which I find maybe a bit simpler to use because it can be run by the GitHub Actions. But in fact, for the documentation of Package Helper 2 itself, I still use Read the Docs, mostly because I have some JavaScript in my documentation
precisely for what Maxime saw, which is the fact that when you untick the boxes here, it will put in gray some parts of the tutorial. And I know how to do that on Read the Docs. And last time I checked, I didn't know how to do that on GitHub Pages. So, A question, François. Yes. When I try to open the project that I just created using Cookie Cutter, yes. PyCharm tells trust an open project, so the name of the project, by telling that it could possibly run malicious code, etc., etc. Why does PyCharm say this? And is it normal? That's another an interesting question. I never saw that message. Mm-hmm. I think it's a new thing. I started to see it also this year. Now, when you open a project in a folder that you never opened before, they ask you if you trust the code inside. Okay. So I just suppose that you just. Yeah, I trust. You My just machine need to is say that simple. you trust yourself. Trust yourself, Marco. I'm not sure this is a good idea. So just a small remark, in the install dev requirement, Yes. I don't understand why you explain that you have to enable the virtual environment, because it is enabled by default in the terminal of PyCharm. So I guess this is if you want to use your Venv from another terminal. No, in fact, it depends. In my last time I had checked, the Venv was open by default, but yesterday when I reviewed the tutorial and everything, the Venv was not activated by default. So just you need to check, and if it's not activated, you activate it. Okay. For Vericode, for instance, in the Windows environment, if you use a PowerShell, yes, it's not activated. But if you use a command prompt, it's activated. Yeah. So yeah. Yeah. Most of the time, it's more powerful to use the PowerShell. Yeah. But specifically for the environment, it's simpler to use a legacy command prompt. Yeah. But by default now, when I open a terminal in PyCharm, it is a PowerShell for me. Maybe it's yeah, you can choose. I don't remember. Do you use Venv or .Venv side for the Venv? But me, I use .Venv for a very simple trick. It's to avoid synchronization. But anyway, it's in the Gitignore. Oh, not of the Git of your file system. Ah. Yeah, because I synchronize my home directory and I don't want with something like Dropbox or exactly, or the yes. like. Okay. Yes, this is why I call my Venv to avoid that. Okay, and it doesn't synchronize dot something. Right. Code station by default ignores the dot whatever. Okay. This kind of design behavior. Yeah, sure. Usually I struggle each time I had to fast click on the new created Venv, saying no, don't synchronize this, Yeah. this everywhere. No, it's not everywhere. Okay. Just a quick question. If you have an existing project, could you use, how would you use a Cookie Cutter? Do you create, I don't know, a new skeleton and then you move your file in this new tree, or what is the recommended approach? Quite frankly, what I would do is what you said. Okay. Yes. En ce qui me concerne, j'étais à Open Your Project et Create a Virtual Environment. Donc j'ai cliqué, enfin, je n'ai pas fini là. D'accord, ça marche. Et il me demande s'il doit l'ouvrir dans une autre fenêtre ou si ça doit remplacer le projet. Donc, ce n'était pas très clair pour moi si le package. Alors,
Ouais, je peux te répondre. En fait, là encore une fois, le tutoriel partait du principe que vous n'aviez pas encore de projet ouvert dans PyCharm. Ah, moi, j'ai réutilisé celui des tests de la fois d'avant. D'accord, mais c'est pas un problème. Mais du coup, effectivement, quand tu vas ouvrir un nouveau projet, bah, il te demande si tu veux en fait fermer l'autre et voilà et ouvrir le nouveau, ou si tu veux en fait avoir deux fenêtres, deux instances de PyCharm qui soient ouvertes, l'une avec le projet que tu avais déjà ouvert et l'autre avec le nouveau projet que tu veux ouvrir. Oui, mais du coup, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si je fais des modifs, ça veut dire qu'il a dupliqué l'arborescence et le contenu, c'est ça? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Quand on a créé le package, est-ce que, comme je l'ai mis à un autre endroit, est-ce que ça veut dire que finalement il a tout recopié et puis si je fais des modifs, tu vois, est-ce que c'est pas clair pour moi du coup ce qui se passe si je fais deux fenêtres ou si c'est pas le fait d'avoir une ou deux fenêtres, ça c'est pas le problème, c'est la question est-ce qu'il va toucher un fichier à un endroit ou à un autre endroit en gros, est-ce que Ce que je comprends pas, c'est que là, tes deux fenêtres, a priori, elles correspondent à deux projets différents qui se parlent pas. bah non, c'est le même. J'ai fait un package sur un projet existant. Ah oui, non mais alors, excuse-moi, alors à ce moment-là, il y a une mécompréhension. C'est que là, l'idée quand tu utilises Cookie Cutter, c'est que tu démarres vraiment de rien en fait. D'accord. Tu n'as pas encore commencé à écrire du code. Tu crées l'arborescence d'un nouveau répertoire où il va y avoir tout ce qu'il faut de squelettes, de fichiers pour faire un projet dedans. Mhm. Et après, tu commences à écrire ton code. Alors, si tu as déjà du code existant, éventuellement, tu peux faire comme ce que Marco disait, c'est-à-dire que en fait, tu vas créer ta structure avec Cookie Cutter dans un nouveau répertoire. Oui, c'est ce qui s'est passé là, ouais. Et puis, peu à peu, tu vas migrer en fait tes fichiers de code vers les endroits pertinents de ton arborescence créée par Cookie Cutter, en fait. D'accord, c'est bien ça, oui. Donc, il a bien créé une deuxième arborescence et maintenant, si je Ouais. veux utiliser le… Voilà, OK. Voilà, Tout ça à va. fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Another question, Fanfan. So we configure in the tutorial a runner for the documentation and another one for the test suite. But when I declare the unit test runner, the documentation one disappears from the menu run. I only have run all tests, but no more run generate docs. OK, that's strange. And when I go to edit configuration, Yes. I have my two runners. That's very strange. So when you go to edit configurations, Yep. you have something like this. Let me see. Yes, exactly. Yes. Okay. And could you click on your run menu? Yeah. Generate doc. Okay, you only have generate doc in run. Ah, okay. How did you show this pop-up? Run and run. Ah, okay. Because I saw that it was because 3 item on top of it, you have only generate docs, but yes. not. And In that's why fact, I was. Okay. yeah. In fact, the Shift F10 one is the most recent run configuration, is to launch Okay. the most recent run configuration. And the Alt Shift F10 one is to run something. Okay, it's a bit stupid, but maybe it might be a great addition in your tutorial to explain that all the runners are available through tools run. Because honestly, at the very beginning, I did not get this. Un tout petit détail, dans ton tutoriel, il y a marqué PyCharm terminal. Oui. Ça veut dire quoi? Ah, pardon. En fait, quand tu es dans PyCharm, là, alors typiquement ici, tu as accès à un terminal. OK. Voilà. Alors après, tu peux le faire dans un autre terminal, mais c'est juste que moi, comme je suis un Windowsien, c'est le terminal le plus proche que j'ai sous la main. D'accord. Maintenant, je comprends. Et voilà. Ce qui est sympa, c'est que généralement, normalement, quand tu n'es pas sous Windows, tu as un environnement qui est activé par défaut, donc tu es tranquillement chez. Ouais, j'étais chez Mémé. C'est ça. Non, mais je vais y arriver un jour à tout ça. Hein.
Non, mais c'est bien parce que là, j'allais poser la même question, donc ça m'a rendu service. C'est quoi la question sur le terminal, juste pour comprendre? C'est juste où c'est le terminal PyCharm. Mm. Ah, c'est en bas. Je me suis posé la même question tout à l'heure. C'est souvent à cet endroit-là, en fait, dans les IDE, d'ailleurs. Tous les petits onglets qu'il y a à gauche et en bas, c'est utile de découvrir. Ouais. Clair. C'est vrai que souvent, en fait, dans un package, je passe en mode structure. C'est ça, oui. Moi, je n'utilise pas encore ça. Ça, c'est où déjà? C'est le deuxième. Non, moi, le deuxième, c'est commit. Ah merde, oui. Pull request. Ah, structuré là. Parce que l'air de oui. rien, pour te déplacer intelligemment dans un fichier, c'est pas pratique. Alors, attends. Donc, string qui fait 15 km. Souvent, tu dois aller à celui d'après ou à celui d'avant. I have another question. If you want to use, for example, GitLab on the Nokia, the private GitLab, does the cookie cutter script work? Or you don't know? You did not yet tried? Yes, we know. In fact, we began this conversation with Barbara just before the session. Okay. Yes, we know because Fabien and myself, we already did some projects on GitLab with this kind of tools. And essentially, the answer is yes, it works. Okay. You won't have the CodeCov part, for example. Yes, you can do a dirty workaround. You can do dirty workaround to upload the local coverage the local coverage web page that you generated. Par ailleurs, on n'est que entre francophones maintenant, non? J'ai l'impression que c'était ce que je voulais dire, ouais. Donc tu peux faire des workarounds, mais bon, globalement, l'essentiel du message, c'est oui, ça marche. Et est-ce que l'un de vous a investigué le pipi privé? Pipi privé, non, on n'a pas investigué. D'accord. Et Et troisième question, il y avait plein de YML que Fabien avait fait, dont il m'avait vite fait parler, enfin vite fait. Non, en fait, il m'en avait parlé pendant un certain temps, mais je me souviens que c'était assez élaboré. Est-ce que c'est des trucs qui sont aujourd'hui intégrés dans ton package Cookie Cutter ou pas encore, ou peut-être un jour ou, Tout à fait. Alors, en fait, je ne sais pas exactement de quel truc te parlait Fabien, mais là, les GitHub Actions magiques là, qui te font tourner les tests et qui te génèrent. C'était des trucs comme ça, ouais. En fait, leur configuration, elle est cachée dans le répertoire .github qui est dans ton projet. Okay. Et plus exactement dans le sous-dossier qui s'appelle Workflows. Et tout oui, ça, alors j'ai vu qu'il y avait des actions effectivement là dans le dépôt GitHub, donc j'imagine que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc là, par exemple, si tu regardes le workflow build.yml, bah, c'est ça qui dit en gros ce qu'il faut faire tourner comme test, etc. Et donc là, dans le réglage par défaut, par exemple, il dit bon bah voilà, fais-moi tourner ça avec Python 3.6, 3.7, 3.8. Mais si un jour tu veux le changer, bah voilà, il suffit que tu édites ce fichier .yml pour que ça fasse ce que tu veux à la place, quoi. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une question. J'ai pris l'option n'installez pas l'environnement virtuel. OK. Et du coup, après, quand je vais dans Install Dev Requirements, tu demandes de le vérifier. Donc, je ne sais pas si… Alors, astuce, comme le faisait remarquer… Alors, où est-ce que je suis? Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Comme le faisait remarquer Maxime, si tu uncheck les box là, dans le tutoriel, normalement, il va te mettre en grisé les trucs qui ne t'appliquent plus. Ah, waouh! Et en particulier… voilà, dans Install Dev Requirements, il ne va pas te dire il faut que ton virtualenv soit activé. Trop fort. La magie de l'Internet. Okay, alors, attends. OK, donc je suis au bon endroit. Et après, je fais mon pip install. Voilà. Hop. Je n'avais pas entendu parce que quand il y a des questions en parallèle et que je suis en train de faire le truc en même temps, Oui, c'est clair. Et alors, le truc qui est absolument magique, et ça, c'est Fabien qui m'a fait remarquer à quel point c'était magique,
Et tu sais à quel point ça avait changé sa vie pour toujours. C'est le point suivant, c'est Install your package in development mode. Ah oui, ça. Ça, c'est absolument diabolique. L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter parce qu'en fait, ça fait comme si votre package que vous êtes en train de coder, ça faisait comme si c'était un package tout à fait normal installé sur votre machine. Et en particulier, ça va vous résoudre plein de problèmes d'import. C'est-à-dire que si à un autre bout de votre arborescence, vous voulez faire un notebook qui utilise votre package là, que vous êtes en train de coder, et ben, ça va marcher parce que vous allez faire import mon joli package et il va le trouver comme si vous faisiez import NumPy ou import n'importe quoi. Il faut juste redémarrer le noyau. Et voilà, c'est juste qu'effectivement, quand vous faites une modification dans le package, il va falloir redémarrer le noyau de votre notebook parce qu'il va falloir re-importer évidemment pour avoir la dernière version. Donc, soit en redémarrant le noyau, soit en utilisant, il y a un truc qui permet de faire les réimports automatiques. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais ouais, redémarrer le noyau du notebook en général, c'est une bonne solution. Et du coup, excuse-moi. Ah, oui. pardon. Vas-y, finis. Vas-y. Je suis dans les GitHub settings. Je suis dans le page GitHub page machin là. Ouais. Et dans le tutoriel, il dit select GH page, mais je ne vois pas où c'est. Eh ben, à mon avis, c'est parce que tu n'as pas attendu que tes GitHub Actions soient finis. Clique sur Actions, côté orange, rouge ou vert. Je sais pas. Action. Non, c'est tout vert. Enfin, je pense. Initial commit, c'est vert. Ah bah, Si ça se trouve, ça vient de terminer. Donc, retourne voir dans tes Non, non, mais c'était déjà vert avant. C'était déjà vert avant tout ça, je pense. Hein. Donc après, je sais pas s'il faut que je sélectionne un workflow. Enfin, je sais pas trop ce qu'est un workflow de toute façon. Mais... Non, mais enfin, si j'ai. Si tu vois que des trucs verts, c'est que c'est bon. Normalement, tout est vert. Tu devrais avoir notamment le plus important, c'est que tu aies ton action doc soit verte. Et normalement, tu as probablement une action qui s'appelle aussi Page Build and Deployment. Et il faut que celle-là soit verte aussi. Ah oui, le bot, là. C'est nouveau, ça d'ailleurs. Ouais, c'est nouveau. Ouais. Alors attends, action doc. Donc, tu vois, tu restes dans All Workflow. Ouais. Le bot est là et le bot est vert. Le bot est là, il est vert? Bah, je sais pas, il y a marqué. Je sais pas si c'est ça, mais il y a une coche verte à côté de Initial Commit. Eh ben, c'est super. Eh ben, retourne dans cette. Est-ce qu'il y a une coche verte sur Pages, Build and Deployment? C'est écrit où? Là, tu vois mon écran, Marco, ou pas? Attends, je suis pas dessus parce que là, le problème, c'est qu'il y a 15 onglets ouverts. Oui, vas-y. Alors, montre. Là, oula. Attends, je suis pas. ça- Alors, attends. Non, moi, j'ai juste 2 lignes Initial Commit. Tu as ça avec Ouais, j'ai ces deux-là. Ouais. Docs 1 et 1. Elles sont vertes. Ouais. Et tu n'as pas d'action Pages, Build and Deployment? Non. J'ai que ça. J'en ai que 2. Non, je l'ai pas, ça. Pages, Build and Deployment. J'ai oublié de faire quelque chose? Je vais regarder mon côté, est-ce que le logo s'est mis en marche. Non, théoriquement, enfin, chez moi, il se met en marche dès Initial Commit. Bah oui, moi aussi. Ok. Bah, je sais pas, je peux te montrer. Alors, je sais pas si tu peux y accéder, mais je peux te mettre le lien pour chez moi, par exemple. Tu peux regarder. Et après, il est un peu mou du genou, le bot de déploiement, hein, surtout sur la C'est première. peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Voilà, il est content. Pourquoi il y a un truc là? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne faut pas aller dans Settings et lui dire dans les pages Ah, que tu acceptes d'utiliser les GitHub Pages? Oui. Ah, c'est possible parce que si c'est ça, moi, comme si c'est un truc qu'il faut faire une fois pour toutes, c'est possible que je n'ai pas eu à le refaire. Est-ce Il faut faire quoi du coup? Alors, attends, c'est une bonne solution. C'est une bonne question, pardon. Donc, dans ton package, tu as Settings tout à droite. Attends, dans mon package, ça veut dire quoi dans mon package? Sur ta page GitHub de ton Sur package. de ton package, tu as Settings tout à droite. Oui. Tu as Pages tout en bas maintenant. Ouais. Et regarde s'il a une bonne gueule ou pas, ton truc. Genre un truc qui ressemblerait à ce que j'ai moi, par exemple. Voilà. Et si c'est pas comme ça, essaie de corriger jusqu'à ce que ça. Non, j'ai pas autant de trucs si c'est ça la question.
Et Non, j'ai pas ce GitHub, le pavé, la GitHub Pages avec le truc vert, là, je l'ai pas. Moi, ça commence directement à la source. Et source, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a écrit branch GitHub Pages? Non, il y a none, et si je clique dessus, je peux choisir soit master, soit none. alors c'est très simple ton problème, c'est que si ta branche principale s'appelle master, c'est pas bon. Non, bah là, c'est none qui est coché. Non, d'accord, mais ta branche principale, elle s'appelle master et pas main. Moi, ça Bon, j'en sais rien, moi, j'ai rien configuré. Oui, il m'a pas demandé non plus. Et moi aussi, elle s'appelle master et pas main. Alors, tu sais, tu disais qu'il fallait faire gaffe à ça, mais en fait, il m'a jamais demandé. Mais moi, ça marche quand même. Hein. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que là, les Git. Mais toi, tu es sur un package que tu as fait aujourd'hui, là? Non, un package que j'ai fait il y a une semaine. Oui, mais c'est normal parce que c'est des trucs que j'ai changés hier. Mhm. Et du coup, là, les GitHub Actions, elles sont faites pour marcher avec un truc dont la branche principale s'appelle main. Donc, quelle Alors- drôle d'idée. La branche principale, elle s'appelle toujours master dans la vraie vie. Bah, sauf qu'en fait, tout le monde est en train de changer pour que ça s'appelle main maintenant. Quelle drôle d'idée. Bon, Alors- anyway, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger le truc? Alors, ce qu'il va falloir faire pour corriger le truc, c'est donc dans tes GitHub Workflow. Attends. Donc, dans point GitHub Workflow, ouais, ok. Ah oui, mais non, c'est pas master qu'il faut que je cherche justement, c'est main évidemment. Voilà. Donc là, il y a une ligne qui dit if github.ref égale nanana main. Ben, ça, il faut le remplacer par master. Donc en gros, c'est la ligne qui dit je ne veux publier la documentation que si le push que je viens de faire, c'est un push sur master. Parce que l'idée, c'est quand tu es en train de bosser sur une petite branche à côté, évidemment, tu n'as pas envie au fur et à mesure de mettre à jour la documentation que tu mets en ligne pour le monde entier. Et juste une question, pourquoi le template n'est pas raccord avec ce qui a été généré? C'est qu'il y a un bug dans ton script ou parce que moi je suis d'accord, alors je sais plus qui le disait, mais on m'a jamais demandé quel devait être le nom de ma branche principale. Hein. Alors, normalement, pour publier votre truc sur GitHub, vous l'avez fait avec PyCharm ou autrement? Moi j'ai fait comme écrit dans le tutoriel. Ouais, pareil. Parce que, alors attends. J'en suis pas encore à le publier d'ailleurs. Hein. J'ai juste créé le compte et le machin. Enfin... J'ai juste proposé. Non, alors moi je l'ai publié parce que et j'ai fait exactement comme dans le tutoriel. Alors je sais plus quel était le menu, mais enfin comme dans le tutoriel quoi. J'ai rien inventé. Ça, c'est une bonne. Ah, attends. Attends. Qu'est-ce que dit le tutoriel déjà? Parce que. Ouais. Alors, nanana. Alors, nanana. Ah, moi, c'est à ce moment-là que je lui ai dit, c'est en installant Git. Oui, mais moi, il ne nous a pas demandé quand j'ai installé Git. Mais moi je suis sous Linux et, je fais apt install git et il me pose pas ce genre de questions. Ouais, moi non plus. Moi, j'étais sous Windows, mais il m'a rien demandé non plus. Hein. Ah ouais? Parce que moi, sous Windows, parce que il se trouve que j'ai un nouvel ordinateur. Donc, hier, du coup, ça, je l'ai fait sous Windows, d'installer Git. Ah, Et il m'a- attends. Ouais, j'ai dit une bêtise. C'est parce que moi, j'ai regardé sur Git en ligne, mais là, il faudrait que j'aille voir sur Git le soft. Et donc, quand donc je suis allé là, hein, et puis j'ai fait clac, downloads for Windows, et puis youpla boom. Et là, pour le coup, il m'a posé des tonnes de questions, et en particulier, il m'a demandé si je voulais que ma branche par défaut, elle s'appelle master, ou si je voulais qu'elle s'appelle autre chose, et en particulier main. Ok, très bien. Alors je comprends l'histoire Oh, mais de main de master. Je comprends pas trop pourquoi les gens ont envie de changer, mais bon, soit. Donc j'ai corrigé là dans le YML le main en master. Ouais. Qu'est-ce que je fais ensuite? Et ben, donc, une fois que tu as fait ça, tu commit push pour que GitHub soit au courant. Oui, alors attends, il faut que je trouve où c'est. Il Clic droit, Git. il va peut-être être un peu perturbé que tu veuilles lui pousser des modifications des workflows. Donc, il va te demander peut-être une autorisation ou un truc comme ça. Évidemment, tu lui dis oui. Pour le moment, il n'a pas l'air de se plaindre, mais attends, je suis commit. Commit. En fait, vous savez pas ce que je ferais, en fait, c'est que dans le questionnaire initial du cookie cutter, je mettrai la question pour savoir comment vous voulez que s'appelle votre branche principale, si vous voulez que ce soit. Ouais, je pense que ce serait pas mal. Comment on déclenche le git push dans PyCharm? Alors, CTRL-K. Et puis après, tu vois, là, tu as le petit truc commit qui s'affiche. Alors j'ai fait un commit, mais ça déclenche automatiquement un push ou pas? Non, si tu commit, ça fait juste commit. Mais si tu fais commit and push, par contre, ça va pusher. Ouais, sinon, CTRL-K, CTRL-SHIFT-K. Voilà.
Moi, je suis un peu en retard sur Marco là. Je suis toujours dans Install your pas de souci. package in development mode. Ouais. Et en fait, il y a un moment, il doit manquer un truc parce qu'il me dit, donc j'ai une erreur, et il me dit qu'il ne trouve pas le module PyTest. Il trouve pas le module PyTest. Ouais, no module not found error, no module name PyTest. T'as pas dû installer les requirements dev, je pense. Ben, T'avais, en début de tutoriel, il fallait faire un pip install -r requirement dev. Ouais, Je pense exactement. que c'est ça que t'as pas fait. attends, je vais vérifier. Il me semblait que j'avais fait. Ouais, ici, Requirements, le pip install-requirements-dev.txt, si, ça j'ai fait. ok. Et si tu Et vas est-ce qu'il est allé jusqu'au bout ou est-ce qu'il était rouge? Alors, par contre, il faut que je retrouve dans quelle fenêtre je l'ai fait. Je Au l'ai pire, refais-le, hein, c'est pas grave. Hein. fait dans le terminal de PyCharm. Je l'ai fait dans le terminal de PyCharm. Et comme dit Marco, tu peux le refaire, hein, tu verras bien s'il t'insulte ou pas. D'accord. Alors, attends, parce que j'ai perdu le terminal. Ou alors, c'est parce que j'ai ouvert une autre fenêtre et que c'était dans la fenêtre d'avant. Parce que tu sais, quand j'ai eu la question des deux fenêtres. Alors, faut que tu fasses gaffe que tu sois bien dans le même environnement. C'est-à-dire, Ouais, toi, t'as pas mis de virtualenv, c'est ça? Ouais, je n'ai pas mis. Donc, normalement, ta situation est simple puisque ça peut être que dans le bon environnement. Mhm. Donc, oui, il faut effectivement que tu vérifies que tes requirements dev s'installent sans gueuler parce que c'est ça qui installe PyTest, en fait. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. J'ai plein de warnings, en fait. Alors, qui ressemble à quoi? Vérifie que t'as pas oublié le -r, c'est le grand classique. Bah, j'ai fait un copier-coller de la ligne dans le tutoriel, normalement. Ah, moi je sais que je m'étais fait insulter, j'avais oublié le -r et je sais pas, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une typo dans le tutoriel, c'est pas impossible. Il y a le -r dans le tutoriel parce que là, je vois la commande que j'ai rentrée. J'ai mis pip install -r requirements_dev.txt. Ouais. Ouais. Après, il y a requirement already satisfied, pip in collecting Ok. downloading bum 2, requirement already satisfied, will in, watchdog, flake 8, collecting tox, collecting coverage, collecting sphinx, collecting twine, PyTest runner, PyTest cov, collecting PyFlakes, collecting PyCode style. Après, il met plusieurs already satisfied ATTRS, iniconfig packaging plugin, Toml, Atomic Rights, Colorama, collecting Tomly, Docutri, 5 contrib, Donc- Pigment, Alabaster, Snowball. Il y en a plein de Franks, Setup Tools, Requests. Tout ça, ça a l'air sympathique. Et si tu fais pip install PyTest, il te dit quoi? Alors, attends, je vais le faire. J'arrive au bout parce que du coup, il y avait plein de. Hop. J'ai plus de compte là. Ah, c'est bizarre. Pip install PyTest. Il y a une majuscule quelque part ou c'est. Non, c'est PIP, plus loin install, plus loin PyTest. PYTEST. Il me dit already satisfied. OK, donc ça, c'est normal. Et donc après, quand tu fais Python setup.py develop, il se passe quoi? Alors, je tape là directement dans le terminal Python setup. Ouais. Alors, Python setup. Tu m'as dit Python setup, pardon. .py, .py. Point Y. Plutôt un develop. C'est le point c'est le point suivant dans le tutoriel. Hein. Quand open file setup, no such file or directory. Ah, mais est-ce que tu es dans la racine de ton package? Est-ce que ton terminal, il est bien, tu es bien dans la racine? J'ai appelé mon package January Test et Ouais. je suis en GitHub / January Test. C'est le qu'il a créé lui-même avec quand on a lancé Cookie. Ouais, ça c'est normal. OK. Et si tu regardes, par exemple, moi, sur mon écran, là, que tu dois toujours voir, je pense, dans l'arborescence de mon projet, j'ai un fichier là, qui s'appelle setup.py là, que j'ai sélectionné. Dans l'arborescence du projet. Donc, January Test. Donc, j'ai un sub. Dans January Test, j'ai subpackage 1, subpackage 2. Ouais, tout ça. Ah oui. Et January Test.py, c'est tout. J'ai pas de setup.py. Alors, OK.
C'est parce que, en fait, normalement, tu as deux répertoires qui s'appellent January Test, machin bordel. Oui, il y en a l'un dans l'autre. Ouais. Tu as l'enveloppe et tu as celui où il y a vraiment le code, en fait. D'accord, d'accord. Donc, il faut que j'aille un peu plus loin, c'est ça? Il faut que j'aille dans… Du coup, toi, celui que tu vois à la racine de ton arborescence dans PyCharm, c'est celui-là, tu vois pas tout ce qu'il y a autour? Moi, je vois celui qui est dans mon compte GitHub / anti/January Test, quoi. D'accord, donc tu vois le gros machin comme moi. Ouais. Ok. Et ton terminal, là, il est dans le gros machin comme moi, il n'est pas dans le petit machin. Oui. Ok. Et donc, dans le gros répertoire au nom de ton package, là, tu as un setup.py normalement. Alors, attends que je regarde. Oui, tout en bas, oui. Ok. Donc, normalement, si dans ton terminal, tu es dans ce répertoire-là, tu ne devrais pas avoir de raison qui te disent qu'ils ne trouvent pas setup.py, parce que le fichier est bien là. Effectivement. J'ai peut-être… Ah, attends, j'ai fait une typo. J'ai fait une typo, ça c'est moi. Il y a eu un blanc qui s'est inséré. Ah, d'accord. Là. Running develop. Reading manifest, adding, enfin plein de trucs. Voilà. Bah là, c'est qu'il est content. Là, ça c'était l'étape, parce que moi j'étais dans install your package in development. Ouais, c'est ce que je viens de faire. dire. Ce que tu viens de faire, là, c'est ce que tu viens de faire et qui a marché. D'accord, ok. Je veux pas vous, quand vous en avez marre et que vous êtes pris, c'est pas grave. Non, t'inquiète. Moi, je comprends rien sur la partie configure codecov. Oui. Donc, je suis allé dans configure codecov. Ouais. Mais après, je sais pas, il y a des histoires de not yet setup. Ça parle de main page, je sais pas de quoi il s'agit. Not yet setup, je sais pas de quoi Non. il s'agit. Je suis perdu. Tu vas sur le truc de CodeCov. Tu Ouais. te login gentiment. Ouais, c'est fait. Et là, normalement, tu dois arriver sur un truc qui ressemble à ça. Est-ce le cas? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais alors j'ai des projets qui sont pas à moi, des projets Nokia, Nokia Arbor, Nokia ONAP, mais en tout cas, j'ai pas le mien. Mais bon. Salut, tu te sens, Alors, que tu n'aies pas le tien, c'est normal. Donc, en gros, là, tu as deux trucs. Tu as les enabled et les not yet setup. Donc, le tien, il devrait être dans les not yet setup puisqu'on ne l'a pas encore setup. Par Attends, contre, c'est quoi les not yet setup? Je comprends pas. Désolé. les not yet setup, c'est ceux où, en gros, tu n'as pas encore activé le lien entre GitHub et CodeCov sur le projet en question. Ouais, d'accord. Mais alors moi, il m'affiche pas cette colonne déjà. Il ne t'affiche pas quelle colonne? Non, il m'affiche que le nom, last updated et test coverage, et c'est tout comme colonne. J'ai pas tout ce que tu as, toi. Alors, est-ce que tu as une fenêtre qui dit nous avons changé d'interface, est-ce que vous voulez passer à la nouvelle interface, machin? Ouais. Bah, dis oui. With me, nanana, we will love. Ah non, il me dit pas, il me dit ils l'ont changé, c'est tout. Et il ne te demande pas ton autorisation pour utiliser la nouvelle interface? Non, ils me disent updating our web app with making changes to the web experience and will we continuously releasing a new experience over the next few months, blablabla. D'accord. Okay. Bon, en tout cas, j'ai Nokia Arbor, Nokia ONAP, je sais pas quoi, j'ai 2 barres vertes avec le coverage et c'est tout. Ok. Et est-ce que tu as un truc qui dit je suis en train de synchroniser pour chercher vos répertoires? Toi, typiquement, un truc ouais, qui il y a une espèce de. Ouais, il y a une barre comme ça, ouais. Et il me dit voilà. confine your repo or org, try rethinking or check org access. Learn more in our docs. Public repo only, add private, enabled, not yet setup. Donc, voilà. Et ben, donc, une fois que tu as re-synké, tu vas dans Not Yet Setup. Tu vas dans Not Yet Setup et idéalement, là, si tout se passe bien, tu devrais voir ton bordel. Mais effectivement, ça peut prendre un petit moment pour qu'il fasse la synchronisation. Attends, alors ouais, effectivement. Alors là, il y en a un paquet. Load more. Putain, il y a des gens qui travaillent à Nokia, c'est un truc de fou. Ok, Links Cookie Cutter. Ok, je l'ai. Et je fais quoi ensuite? Je clique dessus? Ben, tu fais ce qui a marqué dans le tutoriel, c'est-à-dire que tu sélectionnes ton projet. D'accord.
Et là, en fait, il va dire, ah, c'est pas encore setup, il faut setup, machin, tout ça, et il va te donner un token CodeCov. Donc, moi, si Ouais, je un suis token, effectivement. sur un de mes trucs, voilà, il me donne un token. D'accord, d'accord. Donc après, les affaires repartent. D'accord. Alors, je t'avoue que j'avais pas compris tout ça. Alors, je suis désolé, hein, je suis un noob du CodeCov, mais j'avoue que le texte du tutoriel, là, j'aurais été complètement bloqué si tu n'avais pas été là. Hein. J'aurais pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Mais bon, on y retourne. C'est parti. Alors moi, j'essaye toujours de faire le run test, mais je me dis, comme le truc doit être plus ou moins vite, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Non, ça devrait marcher parce que, en fait, le template que je vous ai mis là, il y a déjà quelques fichiers de code en fait, qui servent d'exemple. Dans le template, mais ils sont où les fichiers de code à ce moment-là? Dans ton package, là, dans le sous-répertoire qui porte le même nom que ton package, il devrait y avoir subpackage 1, subpackage 2 avec myclass 1, myclass 2, myclass 3. Oui. Et tout ça, en fait, c'est juste des fichiers d'exemple en fait, qui ont vocation à être supprimés une fois que tu as vraiment commencé ton package, mais qui là vont nous être utiles pour tester les choses. Mhm. Et donc, normalement, tu devrais pouvoir faire des configurations de run. Parce que moi, quand je lance le truc, il me fait module not found error, no module name PyTest. Et du coup, j'ai pensé que PyTest, c'est… Ouais. Alors, la question à 200 balles, déjà, c'est en bas à droite de ton écran, est-ce que tu vois que tu as un interpréteur? Oui, j'ai mis Python 3.9. C'est Ok, pas très bon? bien. Non, c'est très bien. Donc, tu as un interpréteur, ça c'est bien. Et donc ensuite, tu as fait donc, ce qui a marqué, c'est-à-dire edit configurations, machin. Et puis, tu as fait plus PyTest, machin, tout ce qui est marqué. Alors, attends, donc comment je fais pour rééditer une configuration? Parce que maintenant que je l'ai faite… Tu vas donc dans Run, Edit Configurations. Ouais. Oui, bah, je retombe dessus, effectivement. Et là, j'ai mis Python interpréteur, Python 3.9. Et il y avait d'autres choses à mettre dedans? Attends, j'ai pas… Et le truc s'appelle, dans la partie de gauche, là, c'est bien dans Python test, machin, tout ça? Il me semble que c'est ce que j'ai fait, ouais. Oui, c'est dans Python test. Par contre, il faudrait qu'il y ait deux fois Python. Il y a Python test comme… enfin, Python espace test au pluriel. Et là, je suis en train de regarder dans le tutoriel. Ouais. Il fait Python test et ensuite flèche PyTest. Ouais, c'est-à-dire que quand tu crées ta configuration, effectivement, il faut cliquer là où j'ai ma souris là sur mon écran. Mais ça, il me semble bien que j'avais fait ça. D'accord. De toute façon, ceci dit, là, il te dit qu'il n'a pas accès à PyTest, donc c'est apparemment ce que tu as fait. Bah, c'est bizarre parce que PyTest, tu disais que tu l'avais installé. On l'a installé, c'est quand tu m'as dit de l'installer, je l'ai installé, non? Enfin, Ouais. Et a priori, c'est avec le même interpréteur, donc il n'y a pas tellement de raison que ça. Ah, quand tu l'as installé, il t'a dit que tout allait bien? alors attends, je vais faire cancel du run et je reviens dans le terminal. Du coup, je vois plus l'historique du terminal. Sinon, je te dis, tu fais pip install PyTest et tu verras bien si tu te Ouais, j'ai l'installes. fait pip install PyTest et requirement already satisfied. Ok. Il n'y a peut-être pas fini alors parce que je vois plus le prompt. Et est-ce que en bas à droite, là, dans cette zone-là de PyCharm, tu as des tâches en cours qui ressembleraient à des barres de progression en train de se compléter? En fait, il y a eu un grand blanc. Et en fait, si je descends après des lignes blanches, Ouais. j'arrive à… je retrouve le prompt où on a tapé après Python setup.pydevelop. Ok. Donc, normalement, j'ai l'impression que l'installation de PyTest, c'est faite, quoi. Le dernier message, c'était un requirement already satisfied de PyParsing, machin, en packaging, flèche PyTest 247. Ok. Alors, attends, on peut le vérifier d'une autre façon si tu veux. Va dans les settings et dans les settings, tu vas dans Project et ensuite tu regardes Python Interpreter. Alors, settings, Regardez ce qu'il y a là-dedans peut-être. project, Python interpréteur. J'ai mis
Donc Python interpréteur, il y a Python 3.9. Voilà. Et en dessous, tu as la liste des packages qui sont installés pour cet interpréteur-là. Et normalement, si tu vois PyTest, Non, il y a pip et setup tools, c'est tout. oh là là là. Ça, c'est très, très louche. Parce que moi, j'ai que 2 trucs alors que je vois que tu en as une palanquée. Ça sent le... Oh, est-ce que tu as un Python 2 installé sur ta machine? Plein. Je pense pas parce que le Python que j'ai installé, je l'ai installé avec vous, enfin avec Fabien au tout premier. Il n'y avait rien avant. Donc, c'est un anaconda pur et dur. Donc, c'est un anaconda pur et dur de bonne aloi? Celui que Fabien nous a fait installer. Ouais. Je peux vérifier. Comment je peux vérifier s'il n'y a pas un vieux Python? Je ne sais pas, mais en tout cas, pas de mon plein gré. Hein. Ah ouais. Parce que là, oui, c'est clair que ce qui s'est passé, en fait, c'est que tout ce que tu as installé, ça ne l'a pas installé dans le Python 3.9, en fait. Ça l'a installé dans autre chose, un autre Python, je ne sais pas lequel. Dans un mauvais vent ou dans un... Alors, c'est peut-être pas la même arborescence, c'est parce que quand on a dit de mettre dans l'arborescence, j'ai créé un dossier GitHub et puis etc. Et c'est pas le même. Ça n'a pas d'importance parce que justement, comme toi, tu n'as pas fait d'environnement virtuel, ça devrait l'installer dans ton Python du système, si tu veux. Comment on peut te donner un moyen simple? Bah, de toute façon, tu as un terminal dans PyCharm et tu peux regarder quel est l'interpréteur et quelle est sa version. Non? Je ne sais pas si c'est ça ta question. Ouais. En bas à droite, il me dit Python 3.9. Ouais, alors ça, c'est l'interpréteur de PyCharm, mais ce n'est pas forcément celui qui est activé dans ton terminal, par contre. Alors, dans le terminal, comment je peux faire dans le terminal, est-ce que tu étais en PowerShell ou en commande prompt? Alors là, j'étais dans le terminal de PyCharm. Ouais, et quand tu cliques sur la petite flèche, là, est-ce qu'il y a, enfin, là, à cet endroit-là, est-ce qu'il y a marqué commande prompt ou est-ce qu'il y a marqué PowerShell? PowerShell. Eh bien, mets-toi en commande prompt, à mon avis. Oh, OK. Parce que par défaut, il va aller dans le bon interpréteur, à mon avis. Et donc là, je relance. Par contre, j'ai perdu le fil de ce que je devais relancer. Du coup, il faut que tu repartes de Install Dev Requirements. Il faut que tu fasses Install Dev Requirements et Install Your Package in Development Mode. Donc, tu as 2 lignes à copier-coller et à installer. Pip install. C'est. En fait, idéalement, Oui, tu risques d'avoir un problème avec. No such file or directory requirements _ dev. Ah oui, parce qu'il y a le TXT qui n'est pas passé. Hop. Il y a un truc qui n'est pas passé. Hop. Donc là, il se passe plein de trucs. Donc là, le premier est passé. Maintenant, je prends le deuxième, le Python setup file. C'est vers rien de faire. Finish processing dependencies for January test, etc. Donc là, ça a l'air de s'être mieux passé que la fois d'avant. Ça veut dire qu'il plaît. Par contre, du coup, il faut attendre que PyCharm comprenne ce qui s'est passé. Il peut être assez lent. Ouais, mais tu peux quand même tout de suite faire le Python setup.py-develop. Hein. Tu peux enchaîner. Ben ça, j'ai fait. Je viens de faire. Ah, tu viens de refaire les deux? Ouais. Ok, super. Et ben. Faire le run edit configuration, c'est ça? Vas-y, réessaye ça et Inch'Allah, ça va peut-être marcher. Donc là, c'est important de le faire, là, le Python setup.py-develop. Moi, je le fais pas. Enfin, je sais pas si c'est grave, docteur. Setup.py-develop, ça évite plein de conneries. Oui, c'est vraiment le truc qui est. Enfin, c'est le cœur du truc. C'est le cœur du truc. C'est parce que encore une fois, c'est ça qui va permettre que ton package il se comporte comme si c'était un package installé. Donc, tant que tu veux faire des. Ah oui, mais là, tant que je fais les bidouilles sur GitHub et CodeCob, on s'en fout. On s'en fout à moitié parce que d'un autre côté, les imports dans Python, c'est super compliqué et merdique.
Et même les imports qui sont internes à ton package, en particulier, moi, je définis plein de raccourcis dans le init, en fait, dans le init du projet. Oui, je vois. Et même ces imports-là, ils ont vachement moins de chances de foirer si tu fais le Python setup. Ouais, non, mais d'accord, mais ok, je vois, mais on va dire que pour le moment, je m'en fiche. Mais je comprends ce que tu dis. Là, je suis dans la partie check that everything works fine. Yes. Et dans la page d'accueil de mon projet, donc j'ai bien le package or version not found, mais pour build, j'ai no status, docs no status et codecov unknown. Et c'est pas ce qui est indiqué dans le tutoriel. Alors, peut-être que parce que tu n'as pas attendu que tes GitHub Actions soient finis. Alors normalement, si. Normalement, si. Tout semble vert, ouais. Alors je peux vérifier, mais non, c'est tout vert. Ah oui, je sais. Bah, c'est encore le problème du main et du master, à tous les coups. Ah, très bien. Parce que si tu regardes c'est dans le readme.rst de ton package, c'est ça. C'est là qu'il y a les liens en fait vers les badges. Et en particulier, il y a un certain nombre d'entre eux où il y a marqué branch égale main. Et donc, toi, dans ton cas, tu pas branch égale master. Ah, d'accord. Alors, effectivement, donc pour le code coverage, c'est le cas. Ah oui, donc il faut que je fasse un contrôle F. Ah ouais, j'avoue que très honnêtement, si tu peux avoir le truc qui marche avec master. Bah, c'est très facile. Il suffit que je pose la question au moment où on crée le package au tout début. Je dis comment vous voulez que s'appelle votre branche principale. Je mets défaut main et si tu veux changer, tu mets master et ce sera mis à jour dans tous les endroits pertinents. Ce sera magnifique. Alors, je sauve le truc. Je fais CTRL SHIFT K. Alors d'ailleurs, quand je fais CTRL SHIFT K, non merde, pas du tout. Faut d'abord que je fasse un add. Ok, clic droit, Git, commit file. Ok. Et quand on est dans la fenêtre Commit Changes, il y a pas pourquoi il n'y a pas un bouton Ah si, il y a Commit and Push. Ok, d'accord, on peut changer. Okay. Après, je t'avoue que les fonctionnalités de VCS, de PyCharm, moi, je ne les connais pas très bien parce que d'habitude, j'utilise un programme externe en fait Non, mais c'est surtout, en fait, moi, je suis habitué à d'autres IDE et c'est un peu déstabilisant parce que des fois, ils mettent dans un bouton déroulant deux trucs qui sont dans des boutons différents et enfin bref, mais c'est une question d'habitude, c'est pas très grave. Donc, ok, pas très bon ça mouline là. Là-dessus parce que moi, j'utilise un petit gestionnaire de Git à côté en fait. Là, dans le tutoriel, je le montre tout avec PyCharm pour limiter le nombre d'outils utilisés, mais en fait, c'est pas ce que je fais au quotidien, donc je n'ai pas trop l'habitude. D'accord. Je t'ai envoyé une copie d'écran, mais comme c'est l'autre PC, j'ai toujours le process finished with, enfin le no module name PyTest. Ah merde. Alors, bon, écoute. Mais Pip installe PyTest si elle est en train de faire ses installations à un endroit bizarre, ça ne va pas résoudre le problème. Alors, on peut essayer de faire un truc, voilà. Tu vas dans les settings, tu vas dans ton projet Python interpréteur machin. Là, tu fais plus. Alors, attends. Pour ajouter un package. Donc, toi, tu es là, tu vas sur le petit plus là pour installer un package. Oui, parce que moi, j'en ai que 2, donc on va avoir plein de problèmes parce que tout ce que tu as là. On risque d'avoir plein de problèmes, ouais. Mais très franchement, là, vu les problèmes qu'on vient d'avoir, moi, je serais à deux doigts de te conseiller après, mais de réinstaller ton Python from scratch, en fait. Ou le PyCharm. Bah ouais, mais c'est quand même bizarre. Enfin, si elle n'a pas fait de vente, c'est quand même bizarre qu'elle ait plusieurs Python en concurrence avec chacun leur propre package, tu vois. Je ne vois pas comment j'en aurais plusieurs parce que j'ai fait que les manips qu'on a fait ensemble sur tous les workshops, quoi. C'est fréquent d'avoir des Python installés sans en être rendu compte parce que tu as beaucoup de programmes qui utilisent un peu Python. Blablabla. Si en dehors de PyCharm, tu ouvres un command prompt, tu sais, CMD. Attends, ouvrir. Et si tu fais Python, qu'est-ce qui se passe? Alors,
Et si je fais Python, dedans, alors il met Python 3.8.11. Donc effectivement, c'est pas 3.9. Anaconda en Win32. Donc, ça veut dire que tu as dû avoir 2 installations d'Anaconda faites sur cette machine. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir un Anaconda 3.8 et un Anaconda 3.9 sur ta machine. Ouais. Pourtant, j'en ai un qu'un seul parce que la première fois, c'était avec Fabien. Enfin, j'ai jamais fait d'autres. Ouais, si c'était avec Fabien, c'est pour ça que ça ne marche pas. Oh, c'est vil. Je suis en train de réfléchir parce que la machine que j'ai récupéré la machine de mon apprenti et après, moi, je me suis connectée avec mon compte Nokia et j'ai tout réinstallé. Bah non, de toute façon, on a dû tout le réinstaller après son départ parce que, je ne sais plus, il y a eu un problème avec l'IT. Donc, il m'avait fait une réinstall. Donc, c'est même pas que j'aurais un Anaconda ou un Python qui daterait de mon apprenti, puisqu'entre-temps, l'IT, on avait dû, pour le faire remettre à mon nom, et finalement, ils ont fini par faire une réinstall complète. En tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est là, dans l'immédiat, donc tu vas dans les settings et tu t'installes ton PyTest comme ça, parce que là, il va forcément l'installer dans le bon interpréteur. Alors, donc, je fais plus, je fais Available Packages ou comment c'est ça, Available Packages. Et puis là, tu écris PyTest, comme ça, il va te le trouver. Mais ceci dit, Brahim. Et puis le PyTest, là, tu fais Install Package et puis boum, quoi. Je vais me faire ça. Comme les docteurs de la mémoire romaine. Je lui ai dit qu'il me l'a installé successfully. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai plus de choses. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, parce qu'il a les dépendances de PyTest, en fait. Voilà. Dans Python interpréteur. Et donc maintenant, si je relance si je refais le run. Non, là, elle a le 3.9, à cet endroit-là. Mais c'est juste que quand elle est dans le command line, là, il considère que c'est 3.8. Donc là, je fais run voilà, run avec mon 3.9. Ah, j'ai un autre code d'erreur. Ouais. Ça change. Error usage gb pytestrunner.py. Là, bah, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il te manque aussi les autres trucs. Donc, il va te manquer essentiellement PyTest-Runner et PyTest-Cov. Donc, en gros, tu peux faire la même manip pour PyTest-Runner et pour PyTest-Cov. Et après, je pense que ça devrait marcher. Et donc, je vais dans Settings. C'est bien parce qu'au moins, comme ça, quand on a des problèmes, on retient mieux comment. Alors, il faut que je fasse plus et je cherche. Donc, PyTest Runner. Alors, par contre, ça ne s'écrit pas comme ça. Il y a un underscore quelque part. Runner. Non, je trouve comment c'est l'orthographe du truc. Tu commences à marquer PyTest, il va te le proposer parmi les solutions. Putain, la vache, le nombre de solutions qu'il y a. Ouais, c'est le problème, il y en a pas mal. Tac, tac. Oui, si, PyTest-runner, hein, c'est bien ça. Tiret ou underscore? Tiret. Ah oui, taper underscore. Donc, je fais install package. Install package, et puis après, PyTest-cov, et pareil, même combat. Install package. Successfully. Et je retente Alors, il y a des trucs qui se passent en bas. Il me dit il est en train de faire des trucs en bas. Donc, je vais peut-être attendre un petit peu. Discovering. Non, là, il a fini. Okay. Voilà. Run. Allez, run ta configuration. Et là, avec un peu de chance, il va être content. Ah, this passed in 0,29 secondes. Process finish with exit 0. My class 2 addition passed. My class 3 addition passed. Enfin, il a l'air content. C'est-à-dire que tes tests ont été exécutés et ont passé. Super. Voilà. Alors, peut-être dans l'immédiat, Barbara, ouais. je te déconseille d'essayer de faire l'étape, comment elle s'appelle, add a run configuration for the documentation, parce que tu risques d'avoir les mêmes problèmes. Je ne sais pas si tu as essayé de le faire ou pas. C'est celle que j'étais en train de faire? Non, toi, tu faisais celle pour les unit tests, non? Alors, moi, j'étais dans l'étape, tu sais, quand tu as install dev requirements, ensuite tu as install your package in development mode, ça j'ai fait. Et là, j'étais dans Add a Run Configuration for the Documentation et j'ai créé. Je pense pas. Non. Oui, je suis pas au même endroit. C'était dans la suivante. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas d'ordre entre ces deux étapes, hein, elles sont indépendantes. Mais par contre, sur ton tutoriel,
sur ton tutoriel, je n'ai pas l'autre. J'ai d'abord celle add run for the documentation et ensuite add run for the unit test. Oui, c'est normal. D'accord, donc j'en ai sauté une. C'est ce que j'étais en train de te dire. Oui, tu en as sauté une, mais je te dis, c'est pas grave parce que c'est 2 étapes indépendantes. Donc, elles peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Et tu me disais de ne pas la faire. Je te conseille de ne pas la faire là tout de suite parce que tu vas avoir le même type de problème. En fait, il va t'insulter qu'il ne peut pas faire la documentation parce qu'il ne va pas avoir Sphinx, il ne va pas avoir un certain nombre de packages qui servent à faire la documentation. Mais ça quand tu auras refait ton installation propre de Python, c'est-à-dire moi je te conseille complètement de désinstaller tes 2 Anaconda et de réinstaller Anaconda, comme ça au moins tu es tranquille. Alors comment je suis sûre que j'aurais tout bien désinstallé parce que pour moi je ne sais même pas que j'en avais 2. Si tu vas dans installer, désinstaller des programmes de Windows, ils y seront et tu dis désinstaller et il va faire ce qu'il faut, hein. C'est un truc civilisé, hein. D'accord, parce que là, en tout cas, dans les menus de démarrage, etc., j'en ai qu'un seul, hein. Ça peut-être, mais normalement, si tu vas dans installer, désinstaller dans Windows, tu vas les voir quand même. D'accord. Et ça, du coup, après, donc, quand tu auras fait ça, la prochaine fois que tu vas faire le tutoriel pour faire ton prochain package, normalement, ça marchera parce que du coup, les pip install requirements et setup develop, machin, tout ça, ça aura marché. D'accord, bon, il faudra que je refasse tout ça. Et ça, du coup, tu peux le zapper parce que ne pas avoir de configuration pour créer ta documentation en local, ce n'est pas handicapant. Ça veut juste dire que tu ne vas pas pouvoir générer ta documentation en local pour vérifier qu'elle a une bonne gueule avant de push sur GitHub, quoi. Ah oui, c'est-à-dire que générer une documentation sur GitHub, mais pas en local? Oui, complètement. C'est indépendant. D'accord. Parce que. Complètement indépendant. OK. C'est juste que le fait de le faire en local, encore une fois, ça te donne plus d'agilité pour notamment. Oui, plus pratique pour côté. Si je fais un truc pour Nokia, ça ne m'intéresse pas de l'envoyer spécialement sur GitHub. Tu vois, soit c'est sur GitLab de Nokia, soit ça reste local, quoi. Mais bon, je vais. Complètement. C'est-à-dire que si tu fais un truc sur GitLab, en fait, tu auras l'équivalent. C'est-à-dire que tu pourras à la fois générer ta documentation en local sur ton ordinateur, ce qui est pratique quand tu la mets à jour pour regarder au fur et à mesure tes modifications. Mais tu pourras aussi la générer en remote sur GitLab pour qu'elle soit publiée en ligne. D'accord. À destination des gens de Nokia, bien sûr. J'ai une question. J'ai bientôt fini le tutoriel. Là, je suis dans Release the version. Donc, j'ai fait un bump version patch. Ouais. Je vais sur le GitHub website. Donc, effectivement, à droite, il y a un lien pour gérer les releases. Donc, je suppose que c'est là qu'il faut aller. Mais par contre, ensuite, la fenêtre que j'ai ne ressemble pas du tout à ce qui est décrit dans le tutoriel. Alors, que se passe-t-il? Ouais, on arrive. Tac. Donc, normalement, sur la page de ton projet, dadada, release. Normalement, si tu n'as pas encore fait de release, là, tu n'as presque rien et tu as juste un bouton avec marqué Create a new release. Ce n'est pas le cas? Ça ne ressemble pas du tout à ça, la fenêtre que j'ai, mais je ne suis peut-être pas au même endroit que toi. Moi, je suis allé donc, dans la page principale de mon projet. Ensuite, à droite, j'avais release, voilà. Alors, ouais. moi, j'ai cliqué sur create a new release. Je n'avais pas vu que release était un lien, parce que chez moi, il est en blanc. Mais il faut cliquer. Si tu es dans Create a new release, c'est juste que tu as fait 2 étapes en une. Ça marche aussi. Hein. Ça marche en une. Oui, mais alors, par contre. Ah, d'accord. Donc, tu vas te retrouver dans un truc qui ressemble à ça. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Et là, voilà, tu choisis ton tag, tu choisis la. Donc, toi, du coup, tu as quoi 0.1.1 qui t'a fait un patch. Donc, toi, tu as fait bump version patch. Donc, ça veut dire que. Oui, d'accord. Ça va être en 0.1.1. Donc, là, tu mets. D'accord. À ce moment-là, est-ce que je peux me permettre une petite recommandation? Parce que moi, je n'avais même pas vu que c'était un lien, en fait, le titre. Peut-être que dans le tutoriel, ce serait bien de mettre click to create a new release. Et puis là, de décrire précisément set choose a tag to. Donc, si j'ai bien compris, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il faut que je mette comme truc. 0.0.1, je suppose. C'est la parole. Non, tu n'as pas besoin de mettre le V. Hein. Non, je ne crois pas. Enfin, moi, je mets toujours... Mais ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi il faut créer un tag, sachant qu'on a fait un bump version, c'est pas censé le faire tout seul. Enfin, j'en sais rien, je pose la question.
Non, en fait, le bump version, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met à jour le numéro de version dans certains fichiers du package, donc dans le setup.py, dans deux, trois trucs comme Ah, ça. d'accord. C'est pas- Donc, c'est indépendant des tags. D'accord, c'est indépendant des releases au sens GitHub. C'est un peu con, mais. C'est ok. indépendant, mais évidemment, tu as envie de mettre le même numéro en pratique. Bah oui, c'est ça que je trouve un peu bizarre, mais bon. Donc, j'ai mis un tag, OK. Add a release title as an history, blablabla. Faut mettre quoi? Eh ben, Ah, first alors, release, par exemple. voilà. Et je ne sais pas si tu as suivi l'étape 5 qui dit update the file history.rst. Mais donc voilà, history.rst. Bon, alors là, pour la première release, c'est pas. Il faudrait juste mettre, bah voilà, ça fait ci, ça fait ça, blablabla, first release on PyPy, je sais pas quoi. Et puis après, moi, ce que je fais en fait systématiquement, c'est que je copie-colle ce que j'ai mis dans le history dans le truc GitHub. Donc typiquement, tu vois, bon, pour toi, ça ressemblerait à ça, par exemple 0.1.1, blabla, je sais pas quoi. Voilà, nice features, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, c'est la partie que j'ai sautée parce que je voyais pas, je comprenais pas en fait ce que je devais faire. Enfin, désolé, hein, je suis un peu limité comme garçon. Mais d'accord, oui. Donc tu complètes le history et ensuite tu copy-pastes. D'accord, ok, je vois l'idée. Moi, j'avoue que l'history, je prends l'habitude de l'updater. À chaque fois, je fais un gros machin, un truc dans l'historique. Ah, bah, j'ai fait ça. Et comme ça, c'est transparent. En fait, en permanence, l'historique pointe sur la prochaine release, le pointeur le plus en haut. Ouais, Oui. ouais, je crois que j'ai compris. Ça peut faire to-do list aussi, d'ailleurs, Oui. éventuellement. Tu peux mettre des trucs en to-do, enfin, tu fais ce que tu veux, c'est le texte. Et du coup, la version qui est bumpée, le numéro de version, on le voit où? Alors, il y a 2-3 endroits. Bah, le plus simple pour le voir, c'est de regarder quels sont les fichiers qui ont été modifiés quand tu as fait ton bump version. Ouais. Et là, actuellement, en fait, dans cette version là du truc, en fait, il y a juste dans setup.config et setup.py. D'accord. C'est un truc qu'on pourrait faire à la main sans utiliser bump version, hein, mais bon. Mais comme ça, on Mais- est sûr que c'est fait au bon endroit. Mais comme ça, on est sûr que c'est fait au bon endroit. Donc, je vous Ouais. coupe parce que moi, je vous quitte. Ouais, je suis désolé. Nous, on va y Aussi. aller aussi avec Fabien. Ça marche. Et merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Si vous avez des questions sur Package Helper 2 plus tard, bah voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Normalement, je suis gentil, je m'en repars. Ok, merci beaucoup. Ça marche. Merci. Allez, Merci beaucoup. À bientôt. ciao tout le monde. Salut. Merci. Ciao.